Nous sommes réunis ce soir pour une conférence de presse en présence du président de l'Indonésie, accompagné du chef d'état-major. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Première question, pourquoi autant médiatiser cette réintégration dans l'OPEP? Eh bien écoutez, avec notre gouvernement, on a trouvé qu'entrer dans l'OPEP dans la conjoncture actuelle était une véritable opportunité, et afin d'assurer notre rôle que l'on estime grand dans la région du Sud-Est asiatique. Et on a fait ceci avec tout l'appui nécessaire de la part de l'OPEP, manifesté qui plus est lors de la réunion exceptionnelle de lundi dernier. Alors on l'a vu quand même, cette réintégration était largement relayée par les médias et un peu contestée, et éventuellement vis-à-vis de la population, etc., qui se pose des questions. On se pose quand même pourquoi cette intégration surprise, quand même, on se demande quand même quelles sont les réelles motivations de cette entrée. Est-ce que vraiment il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ça vis-à-vis d'une éventuelle stratégie? Oui, c'est assez judicieux de poser cette question. Après, il faut faire attention à ce que relatent les médias. Il y a toujours une part de subjectivité très importante. Après, il faut savoir que nous, avec par exemple mon chef d'état-major, nous connaissons le dossier depuis 2008. Depuis 2008, nous étions en léger déclin en termes de gisements pétroliers, d'où notre sortie de l'OPEP. Et cependant, avec notre industrie parapétrolière qui renaît quelque peu, nous avons trouvé des nouveaux gisements en hydrocarbures juste sous les îles des Spratly. Du coup, réintégrer l'OPEP dans la conjoncture actuelle, je le répète, était véritablement nécessaire. Et c'est pourquoi on a vraiment appuyé la décision de la part des autres États de nous voir revenir de nouveau au sein de l'OPEP en tant que membre permanent. Vous avez justement mentionné les îles Spratly, et donc voilà, si les gisements se situeraient dans cette région-là, on a bien vu récemment les tensions avec Taïwan et la Chine. Quelle est la position justement de l'Indonésie vis-à-vis de cette région-là et de cette crise? D'accord. Ouais, de toute façon, il faut bien se rappeler, premièrement, que l'Indonésie ne reconnaît pas officiellement Taïwan, l'île de Taïwan. Et deuxièmement, que pour l'instant, le conflit sino-taïwanais ne touche pas nos intérêts vitaux indonésiens. Donc pour l'instant, nous sommes dans une position de vigilance. Si jamais la Chine s'étendait au large des îles Spratly, l'Indonésie agirait en conséquence dans la posture du droit international public, de manière ferme et conséquente, avec l'appui économique et militaire de la part de tous les États membres de l'OPEP. Donc vous avez justement mentionné une intervention militaire. On a bien vu quand même que la Chine avait indiqué très clairement que rien ne serait exploité dans la région sans son accord. Qu'est-ce que l'Indonésie est disposée à faire d'un point de vue militaire? Alors nous conservons tout d'abord des liens toujours étroits avec la Chine. Dans ce cas-là, une intervention n'est pas prévue, mais n'est pas non plus exclue. Je pense qu'il faudra privilégier le dialogue et que l'intervention militaire ne sera envisagée qu'en l'air ultimement. Mais vous sentez-vous pas un petit peu seul justement dans la région? Quels sont vos liens justement avec le Vietnam qui revendique également des îles, ou éventuellement l'Allemagne qui s'est proposée en tant que médiateur? Enfin, vous sentez-vous pas seul un peu justement vis-à-vis de l'ASEAN, etc. dans ces négociations? Nous conservons un rôle très important au sein de l'ASEAN. Nous privilégions bien sûr le règlement de cette crise au sein de l'ASEAN. Dans la région, nous avons des appuis. En ce qui concerne notamment les pays du détroit de Malacca. Pour ce qui est du Vietnam, nous pourrions envisager un dialogue avec eux. Alors, on a bien vu justement que Brunei avait récemment fait une déclaration dans laquelle il mentionnait une éventuelle union des pays de la NAS face à la menace, c'est ce qui a été mentionné, face à la menace chinoise. Comment vous situez-vous justement avec vos relations avec la Chine vis-à-vis de cette position de Brunei qui revendique justement une union de la NAS face à la Chine? Alors, cette union a été envisagée, ce n'est pas encore effectif. Nous voulons, comme je le rappelle, privilégier le dialogue, surtout avec la Chine, qui reste un partenaire économique important, économique, militaire, stratégique. Nous développons également des liens très étroits avec Brunei. Nous réfléchissons à cette proposition sérieusement, en ne laissant pas de côté d'autres éventuelles opportunités. Alors, dernière question, monsieur, pour conclure.
Cautionnez-vous, oui ou non, l'intervention militaire chinoise dans les îles Spratly? Alors l'Indonésie condamne cette agression par rapport au droit international. Cependant, la crise reste modérée actuellement. Et nous sommes en tractation avec nos partenaires régionaux. Et puis il faut savoir que c'est un véritable défi pour la menace de répondre à ce conflit ouvert entre Asiatiques. Et nous verrons comment se trament les différents événements et différentes réunions exceptionnelles auxquelles l'Indonésie fait partie au sein de la NAS. Et il faut savoir que nous sommes tout disposés, si jamais la NAS ne répond pas favorablement à ce défi, de prendre les choses en main et de mener à bien cette résolution du conflit. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous.